Ces demi-finales d'Euro s'annoncent extrêmement relevées et donc dans cette vidéo je vais vous faire mes pronostics sur les deux demi-finales à venir. Sur ce, salut les amis, la vidéo va commencer. Passons à la première demi-finale, le Espagne-France qui va être un match, je pense, d'anthologie, comme ce Espagne-Allemagne qui est pour moi l'un des plus grands matchs qu'on a vu dans ces années 2020. Franchement, c'était une magnifique rencontre. Et d'ailleurs, on va commencer par les Espagnols qui ont fait une rencontre exceptionnelle face à l'Allemagne. J'ai été absolument fasciné. D'ailleurs, les Allemands ont également, eux, fait un très bon match. Mais là où j'ai été fasciné par cette équipe d'Espagne, c'est que cette équipe d'Espagne qui, sur ces dernières années, jouait dans un jeu positionnel, de possession, et qui n'avait pas une très grande vitesse en transition, et bah là, on a vu une Espagne évoluer. On a vu une Espagne transformée. Alors, il y a toujours des petites phases de possession, de jeu positionnel. On l'a vu notamment en huitième de finale face à la Géorgie ou dans les phases de poule. Et face à cette Allemagne, on l'a bien moins vu. Et on cherchait directement la verticalité. On cherchait directement à exploser en transition. Même dans des récupérations très basses. Par exemple, la relance allait à une vitesse depuis Unai Simon, par exemple. Unai Simon, le gardien, s'occupait parfois d'envoyer les ballons à une vitesse juste vertigineuse. Et en quelques secondes, Rodri recevait déjà le ballon et pouvait déjà envoyer sur Williams ou sur Yamal pour qu'ils explosent dans les derniers tiers adverses avec leur vitesse. Donc franchement, j'ai été très impressionné. C'est à croire que cette équipe d'Espagne s'est pas mal inspirée du jeu allemand d'il y a quelques années. Donc j'ai été vraiment fasciné. Cette équipe d'Espagne est vraiment une équipe de très haut niveau. Elle est très très forte offensivement. D'ailleurs, ça s'est vu, comme je l'ai expliqué, grâce à ses transitions extrêmement rapides, mais également dans ses quelques phases de possession qu'on a vu plutôt en phase de groupe, où par exemple cette Espagne qui a réussi à parfois installer un tempo un petit peu plus lent face à la Croatie, ça avait très très bien marché, mais lorsqu'il faut mettre de la vitesse, lorsqu'il faut accélérer, lorsqu'il faut exploser en transition, eh ben elle sait très bien le faire. Donc franchement, c'est une équipe totale. Et Pedri est blessé, ne pourra donc pas jouer le match face à l'équipe de France. Donc ça, on peut se dire que c'est dommage, que c'est une perte de poids pour les Espagnols. Et c'est vrai, sauf que son remplaçant Dani Olmo, bah il est tout trouvé, un but et une passe décisive dans ce match face à l'Allemagne. Il a été tout simplement exceptionnel, il a fait une rencontre d'un niveau stratosphérique. Donc franchement, il devrait jouer contre l'équipe de France et lui, il va falloir le surveiller parce que avec sa qualité technique, mais également ses qualités de vitesse, parce que oui, c'est quand même un joueur assez rapide, c'est sa qualité d'élimination de l'1 contre 1 et également sa qualité de frappe, il risque d'être extrêmement dangereux. Mais il faut dire que défensivement, cette équipe d'Allemagne, bah, elle est très forte. J'ai parlé de ces phases de haute vitesse en transition, mais on peut également parler du fait qu'elle soit extrêmement agressive à la contre-pression. Dès qu'elle perd le ballon, on le voit quasiment deux, trois joueurs exploser sur le porteur du ballon pour essayer de récupérer. À la contre-pression, ils sont extrêmement agressifs. Et on a vu certaines phases face à l'Allemagne où le porteur de ballon allemand était complètement encerclé par des joueurs espagnols. Donc pareil, ça c'était très fort. J'en avais parlé dans ma vidéo prono des quarts de finale. On voit souvent une Espagne qui essaie de défendre extrêmement haut pour rester dans la surface, dans la partie de terrain adverse. Et bah là, on l'a encore vu grâce à ce pressing extrêmement agressif. Passons à l'équipe de France et franchement, face au Portugal, je n'ai pas été rassuré. Je suis même assez pessimiste quant à notre victoire, quant à notre potentielle victoire face à l'Espagne. Et déjà, on a un manque cruel, mais flagrant en équipe de France, et bah c'est à la création. On n'a quasiment aucun joueur de création aujourd'hui. Puisque Griezmann est dans une très mauvaise période, et ben on a chargé Kanté de nous créer des occasions. Alors j'aime beaucoup N'Golo Kanté, hein, mais à la création, et ben c'est pas Kevin De Bruyne par exemple. Et ça se voit parfois, parce qu'on le voit se projeter, essayer de trouver des solutions. Mais je trouve qu'on lui met un petit peu trop de poids sur les épaules. Déjà qu'il est censé défendre, qu'il est censé un petit peu faire le box-to-box aussi, puisqu'il doit se projeter. Mais si en plus de ça, il doit s'occuper de la création, eh ben on risque de le perdre un petit peu, N'Golo Kanté. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque face au Portugal, pour moi, il a été bon, mais moins que sur les matchs précédents. Donc franchement, j'ai été un petit peu déçu de son rendement, mais encore une fois, c'est pas sa faute, puisqu'il est chargé de trop de choses à la fois. On aura le retour d'Adrien Rabiot dans le 11. Enfin, dans le 11, justement, je ne sais pas, puisque Deschamps va peut-être vouloir réitérer
avec Eduardo Camavinga pour justement protéger les côtés, puisque franchement, on risque d'en avoir besoin de protéger les côtés, puisqu'avec Yamal et Williams sur les deux côtés, Koundé et Théo Hernandez vont avoir de sacrés clients. Donc franchement, ça aussi, je pense que Camavinga qui pourrait continuer de jouer et à protéger les côtés, ça pourrait être très intéressant. Kylian Mbappé, bah, lui, est très peu en réussite, mais ça se voit, hein, c'est le front de l'attaque en général qui est très peu en réussite. Et je pense d'ailleurs que Didier Deschamps devrait réintégrer Ousmane Dembélé dans le 11. Il a même été élu homme du match face au Portugal. Donc au moins il nous aidera dans l'élimination et également dans les projections, puisque c'est l'un des joueurs les plus verticaux qu'on a. Certes, il ne fait pas beaucoup d'appels dans la profondeur, mais au moins c'est un joueur de percussion et dans le 1 contre 1 qui est très bon. Même si dans le dernier tiers, il n'est pas toujours très juste, au moins on aura un joueur d'élimination, un joueur qui saura apporter du danger. Donc ça, on risque d'en avoir besoin, puisque comme je l'ai dit, Kylian Mbappé est très peu en réussite, Marcus Thuram est tout simplement mauvais, Olivier Giroud n'a toujours pas joué, je ne sais pas ce que compte faire Deschamps avec lui. Donc on n'a pas de numéro 9, et sur l'autre côté, bah, Mbappé est très peu en réussite. Donc franchement, je ne sais pas quelle va être la formule de Deschamps en attaque, mais il va falloir encore une fois tester autre chose. Par contre, pour ce qui est des points de réjouissance, bah encore une fois, en défense, on est extrêmement solide. Avec Koundé, certes, qui a pris, à mon goût, un petit peu un bouillon face à Rafael Leao face au Portugal. Mais franchement, je l'ai trouvé très intéressant tout de même, puisque sur la fin du match, il s'est repris. Il a réussi à quelques très bonnes interventions défensives. Bon, il a quand même été aidé par Camavinga, mais il a réussi quelques interventions défensives assez bonnes. Donc franchement, je suis très content de son rendement. Pareil pour Théo Hernandez. J'aurais aimé qu'offensivement, il soit un peu plus efficace. Mais bon, c'est comme ça. Il a un meilleur rendement défensivement. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce que pour moi, défensivement, il est quasiment irréprochable sur cet Euro. Donc franchement, je suis ravi de son rendement défensif. Il a été très bon et sa vitesse va pouvoir nous être utile face à Lamine Yamal. Donc franchement, je suis très content de Théo en tant que latéral gauche. En défense centrale, Saliba ou Upamecano, c'est extrêmement solide. J'avais souligné dans mon débrief de France-Portugal la performance de Saliba. Bah là, pareil, je pense que Morata risque d'être complètement muselé entre nos deux défenseurs. Donc franchement, j'ai hâte de voir la performance de Saliba qui, pour moi, va encore une fois sortir une performance exceptionnelle. Et puis au pire des cas, si vraiment notre défense se fait passer, eh ben on a Magic Mike dans les cages qui est vraiment un gardien de très haut niveau. Sur cet Euro, bah, il est excellent tout simplement. Je crois qu'on est l'équipe qui a pris le moins de buts. Déjà, on n'a pris aucun but dans le jeu, donc déjà, ça fait plaisir. Le seul but qu'on a pris, c'est face à la Pologne et c'était un penalty. Donc voilà, dans le jeu, on ne prend pas de but. Donc franchement, très très fort Mike Maignan. Je suis ravi encore une fois de l'avoir dans nos cages. Au milieu de terrain, je l'ai dit que c'était intéressant avec notamment un Kanté qui, certes défensivement, est un peu moins présent, mais qui offensivement, certes, crée et parfois le fait bien. Mais on peut également parler d'Aurélien Tchouaméni, qui lui a un abattage défensif extrêmement élevé. Il est très important également pour gagner un petit peu le contrôle des fois, puisqu'on le sait, cette équipe de France aime parfois avoir le contrôle du ballon, même si c'est une équipe qui joue essentiellement en transition. Mais c'est vrai que Tchouaméni, pour conserver un petit peu les ballons, bah, il est très bon. Son abattage défensif, bah, il est excellent. Et ces quelques transversales vers Jules Koundé ont été vraiment très intéressantes. Donc franchement, j'espère encore une fois voir une excellente performance d'Aurélien Tchouaméni. Par contre, oui, je ne suis pas convaincu de cette équipe de Didier Deschamps. D'habitude, on sent que Didier Deschamps voit la lumière dans les grands tournois. Et là, pour le coup, bah, je suis pas convaincu. Comment c'est possible d'aussi peu marquer alors qu'on a un tel talent offensif devant? C'est assez décevant. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que Deschamps trouvera une bonne formule, puisque je pense que contre cette équipe d'Espagne, on va beaucoup souffrir, beaucoup subir. Donc pour moi, si on veut gagner ce match, eh ben, ça va passer par marquer des buts. Et j'espère vraiment que Kylian Mbappé arrivera à être meilleur. Puisque c'est vrai, en interview et également on l'a vu dans le match, je pense qu'avec son masque, il ne voit pas grand-chose. Et franchement, ça s'est vu dans le match, puisque parfois il était hors jeu d'une cinquantaine de centimètres. Et ce genre de choses, Kylian Mbappé ne le fait pas d'habitude. Je pense qu'avec son masque, il voit vraiment pas grand-chose. Et je pense qu'il gagnerait à l'enlever. J'espère qu'il le fera, j'espère qu'il enlèvera son masque, j'espère qu'il sera en capacité de l'enlever, puisque si sa santé ne le permet pas, bah, il ne le fera pas. Mais s'il l'enlève, je pense qu'on aura de nouveau un très grand Mbappé. Pour ce qui est de mon prono,
Et bah, je suis obligé de voir l'Espagne vainqueur. Je pense que l'Espagne gagnera ce match. L'équipe de France va pour moi résister assez longtemps. Mais je pense qu'à la fin, cette équipe d'Espagne l'emportera, puisque pour moi, ce problème à la finition bah, va nous coûter, pour moi, cette victoire. Je pense que c'est une rencontre qui devait arriver pour l'équipe de France. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que cette équipe d'Espagne est bien meilleure que cette équipe de France dans cet Euro. Et pour moi, ce sera, entre guillemets, la punition de cette équipe de France qui n'est pas assez tueuse devant le but et qui également se procure pas assez d'occasions. C'est dommage, mais voilà. Et de toute façon, même si on arrive à se procurer des occasions, cette équipe d'Espagne a montré face à cette équipe d'Allemagne qu'elle peut subir, qu'elle sait souffrir, mais ne pas craquer. Et je pense que c'est ce qui va se passer, puisque cette équipe de France a quand même réussi à attaquer, à faire quelques mouvements intéressants. Mais à chaque fois, on n'a pas marqué dans le jeu, et ça, je pense que ça va nous porter vraiment préjudice face à cette équipe d'Espagne. Passons maintenant au deuxième et dernier match de cette vidéo, le deuxième et dernier prono du coup, le Angleterre-Pays-Bas qui s'annonce comme une plutôt belle rencontre, du moins sur le papier, puisque maintenant que cet euro a un petit peu avancé, on se rend compte que c'est finalement une rencontre qui hype pas grand monde, bah, surtout dû au niveau de l'une des deux équipes, majoritairement l'équipe d'Angleterre qui depuis le début du tournoi déçoit. On va commencer par eux, et face à la Suisse, je les ai trouvés extrêmement décevants. Franchement, ils ont été légèrement meilleurs que sur ce début d'Euro, mais franchement, c'était pas terrible. Même si certains changements que je préconisais ont été mis en place par Gareth Southgate, comme par exemple remettre Phil Foden un petit peu plus dans le cœur du jeu, et ça a plutôt bien marché puisque j'ai trouvé Foden un petit peu meilleur. Et le fait qu'il retrouve son demi-espace droit pour aider un petit peu Bukayo Saka, bah franchement ça a été efficace puisque Bukayo Saka a fait une magnifique performance. Alors c'est évidemment pas dû qu'à Phil Foden, hein, ça c'est sûr, mais Bukayo Saka a fait un excellent match et je pense que les Anglais doivent leur qualification en grande partie à lui, puisque vraiment il a fait une top rencontre. Il était incroyable, il a apporté tellement de danger, tellement de déséquilibre, tellement de... Enfin, il a été tellement bon dans l'élimination, dans le 1 contre 1, même il a eu quelques situations de centre, il a donné des bons ballons, et puis sa frappe, quel beau but quand même. La frappe est quand même pas mal, c'est un assez beau but. Donc franchement, Bukayo Saka a fait une excellente rencontre. Parlons par contre des autres offensifs qui m'ont un petit peu déçu, m'ont quand même pas mal déçu. Alors Phil Foden a été légèrement meilleur, donc je dirais, je vais pas trop le critiquer. Par contre pour ce qui est de Bellingham et Kane, bah alors là, n'importe quoi, hein. Bellingham a été quasiment transparent, hein, voilà, faut le dire. Il a été presque totalement transparent, hormis quelques mouvements un petit peu intéressants. Bon, il a été transparent, hein, voilà, c'est le mot. Et Harry Kane, bah, c'est simple, il a passé le match comme un fantôme, un peu comme Bellingham, totalement transparent. Les deux se sont marchés dessus, puisque Kane veut décrocher et Bellingham bah, joue un peu dans ces zones-là. Donc forcément, depuis le début de l'Euro, on voit le même problème. Gareth Southgate n'a pas réussi à changer les choses. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir deux joueurs qui évoluent dans les mêmes zones. C'est pas toujours simple à faire cohabiter, mais malheureusement, Gareth Southgate n'a pas trouvé la solution. Donc ça c'est bien dommage. Il y a également un autre problème dans cette animation, et bien c'est ce côté gauche, puisque comme Phil Foden retrouvait un petit peu le cœur du jeu, ce qui a été très intéressant, hein, je le redis, Phil Foden a parfois trouvé quelques bons ballons, à la création il est vraiment très intéressant. Mais du coup sur ce côté gauche, bah il n'y avait personne, il n'y avait que Kieran Trippier, et Kieran Trippier j'ai beau l'adorer, mais déjà c'est un latéral qui joue faux pied, parce que c'est une solution de dépannage, en l'absence de Luke Shaw qui est revenu, donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est un latéral qui joue faux pied, et en plus de ça, bah, c'est un latéral à la base assez défensif. Il n'est pas là pour apporter énormément de déséquilibre offensif, et bah, malheureusement, lui confier quasiment à lui seul le côté gauche, bah, c'est compliqué. Par contre, cette animation avec la défense à 3 en espèce de 3-5-2, là pour le coup, ça a été vraiment très intéressant. Franchement, cette défense à 3, bah, je l'ai trouvé bien meilleure au niveau de la relance en tout cas. John Stones, Ezri Konsa, Kyle Walker, ça a été bien plus intéressant. Ils ont trouvé des passes plus rapidement, notamment grâce à un double pivot Mainu Rice qui a su se rendre un petit peu plus disponible. Franchement, Rice et Mainu, je les ai trouvés encore une fois bons. Mainu a fait une match dans la continuité de son match face à la Slovaquie et Rice a été encore meilleur que face à la Slovaquie. Face à la Slovaquie, je l'avais trouvé un petit peu en deçà, mais bon, comme sur son début d'Euro. Là, franchement, je l'ai trouvé bien meilleur. Il a même tenté sa chance de loin et il l'a cadré. Donc voilà, ça montre qu'il retrouve confiance.
Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, oui, ce double pivot a été bon à la relance, mais également à la récupération. J'ai trouvé les deux assez costauds au milieu de terrain. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Côté Pays-Bas maintenant, bah pareil, encore une fois, je les ai pas trouvés rassurants, hein. C'est comme pour l'Angleterre. Face à la Turquie, bah pour moi, je considère que la Turquie méritait plus de passer que ces Pays-Bas. Ils ont été extrêmement dangereux. D'ailleurs, défensivement, là où je trouvais les Pays-Bas assez solides, en tout cas, je les avais trouvés très solides face à la Roumanie. Là, c'était pas le cas. Van Dijk s'est fait complètement manger par Barry Yilmaz durant la première période. Donc ça, franchement, bah, c'est pas très rassurant d'avoir une défense qui se fait un petit peu trouer comme ça en première période. Ça se voit que la qualité technique de ces joueurs turcs leur a fait vraiment beaucoup de mal. Dès que le niveau augmente un peu, ces Pays-Bas ont du mal. Et franchement, je trouve ça assez décevant. D'ailleurs, cette équipe qui est censée pratiquer un football très offensif n'a su tirer que 11 fois au but, ce qui est assez peu pour une équipe qui se veut très offensive, pour une équipe qui est censée avoir une maîtrise technique sur le terrain, d'ailleurs qu'on n'a absolument pas vu, pour une équipe qui, sur le papier, a un meilleur effectif. Bien, franchement, j'ai été très déçu de la performance. C'est bien dommage. Offensivement, ça n'a pas bien marché, et ça s'est vu puisque dans cette première période, avec une animation, avec un espèce de 3-2-4-1, bah avec par exemple un Steven Bergwijn un petit peu plus dans l'axe, bah ça n'a pas du tout marché. Steven Bergwijn, depuis le début de sa carrière, il joue ailier, je vois pas pourquoi il a été tenté dans l'axe, à tel point qu'on a dû attendre directement la mi-temps où Ronald Koeman a fait sortir Bergwijn et a fait rentrer Wout Weghorst. Là, on a vu une animation totalement différente et là, ça a bien marché. Par contre, il faut quand même souligner que Wout Weghorst est un excellent super sub. C'est un excellent remplaçant. À chaque fois qu'il rentre, il change des choses, il dynamite le jeu, il accélère. Donc franchement, c'est très utile. Il n'a pas été directement décisif, mais son entrée a été vraiment déterminante pour moi dans le match de ces Pays-Bas. Par contre, dernière satisfaction, enfin la seule, hein, presque, eh bien c'est ce double pivot Schouten-Reinders qui a très bien marché. Encore une fois, hein, dans la continuité de leur performance face à la Roumanie, les deux ont été vraiment très bons. Schouten à la récupération et Reinders à la distribution, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, grâce à l'entrée de Wout Weghorst, offensivement, ça a été bien mieux. Et donc ça aussi, c'est quand même quelque chose à signaler. C'est que cette animation avec Wout Weghorst a été bien mieux. Est-ce que Koeman va tester comme tel? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je pense qu'il y aura des choses très intéressantes offensivement faites par les Pays-Bas. Après, c'est vrai que Wout Weghorst a généralement plus d'impact quand il rentre que quand il est directement aligné. Donc ça, c'est une question que peut se poser Ronald Koeman. Passons au prono, et malgré tous les doutes et tous les défauts que j'ai trouvés à cette équipe d'Angleterre, bah je pense que c'est eux qui vont se qualifier, grâce encore une fois à l'une de leurs individualités qui va sortir une grande rencontre. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, voir si vous avez peut-être des résultats différents des miens à me proposer. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.